Bien. Personne n'a besoin de m'introduire, c'est déjà pas mal. Nous sommes tous, bien sûr, très fatigués. Donc, toutefois, il est quand même important d'essayer d'apporter un peu de pré-conclusion, en tout cas, à cette première phase de ce colloque. Alors, au nom de l'AMEP de Nouvelle-Calédonie, au nom de l'ICOFOM, au nom de l'UNC, de toutes les collectivités qui ont, par leur contribution, permis la tenue de cette phase du colloque ici, sur le site de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Nous vous remercions très sincèrement pour la qualité des présentations, des questions, des échanges qui s'y sont tenus. Nous espérons que ces 3 premières journées auront permis de préparer fructueusement les 3 suivantes sur le terrain, avec les visites des musées et établissements patrimoniaux, les rencontres qui se profilent avec les équipes des directions de la culture des 3 provinces. Alors pour le moment, nous avons exploré de grandes questions, défini de grands enjeux relatifs aux patrimoines insulaires et à leur muséalisation, mais nous pouvons aussi poser d'ores et déjà un certain nombre de constats. Celui tout d'abord de leur extrême diversité. Matériels, immatériels, mobiles ou non, déplacés ou non, naturels ou culturels, reconnus ou minorés, anciens ou récents, exhumés ou enfouis, etc. Certaines réalités insulaires ont été rappelées et sont là pour faire réfléchir les continentaux. Nous en voulons pour preuve les propos d'Yves Bergeron de ce matin. L'archipel n'est pas forcément océanique. Il peut très bien être continental, à l'image de cette dissémination et de ce morcellement de la francophonie sur les espaces nord-américains. Séparés mais en contact, ces espaces constituent des enclaves culturelles, exactement comme les îles du Pacifique. Le fait qu'elles soient séparées les unes des autres ne signifiant pas pour autant qu'elles sont isolées. Dans le grand océan, la mer n'a jamais isolé les îles, en dépit de l'étymologie du mot « île » justement. Elle a au contraire constitué la voie des voyages, des contacts, des échanges. L'océan fait véritablement partie de notre identité insulaire. We are the ocean, comme le disait donc Epeli Hau'ofa, dont la citation nous a été rappelée. Certains constats posés ici sont très positifs également, comme par exemple la démonstration que les territoires et pays du Pacifique ne sont pas particulièrement en retard sur les grandes institutions muséales du monde occidental, loin s'en faut. La petite taille de nos structures n'est pas forcément un frein. Elle peut au contraire constituer un important levier pour créer les basculements de paradigmes nécessaires au renouvellement du musée, pour des musées plus engagés auprès des communautés, plus collaboratifs, plus participatifs. N'oublions pas toutefois que le terme communauté n'est pas nécessairement synonyme de public. Les publics sont pluriels, multiples, polymorphes, et se perçoivent parfois comme membres d'une communauté représentée au musée, mais désireuse d'apprendre ou de se reconnecter, parfois comme membres sachants de cette même communauté venus vérifier l'information diffusée, ou bien encore s'identifiant comme extérieurs, désireux de se documenter. Tous les efforts de médiation doivent donc être faits pour la meilleure adaptation possible à cette pluralité. Sébastien Magro, qui a justement abordé certains de ces aspects, tant dans sa conférence pré-colloque que dans ses rappels d'hier, a très bien évoqué les problèmes qui se posent dans les musées occidentaux, dont l'héritage colonial se ressent jusque dans leurs propres murs, parfois. Dans les musées du Pacifique, si certains édifices ont été construits ou aménagés en musée lors de la période coloniale, comme à Tahiti ou à Nouméa, vous l'aurez vu dans les historiques des institutions qui vous ont été présentées, les collections qui y sont ou qui ont été constituées restent le plus souvent endogènes, ce qui est tout autre. L'absence locale, pendant longtemps, de gens très bien formés au métier de la conservation et du patrimoine, a créé des modes alternatifs de professionnalisation, les recours aux communautés de sachants autochtones devenant pour nous des réalités bien ancrées, faisant intrinsèquement partie de notre travail. Malheureusement, et parce que si nos démarches ont parfois été innovantes, nous vivons encore avec un certain complexe du colonisé. Comme nous l'a dit Tarissi Sorovi-Vunidilo, « We do not celebrate enough what we do ». Nous ne célébrons pas assez ce que nous faisons. Parmi nos actions communes, il y a bien celle de la reconnexion. Le patrimoine est avant tout, je ne vous l'apprendrai pas, le lien lui-même, plutôt que le bien matériel auquel il est souvent rattaché. Le musée conserve certes le bien,
mais doit avant tout créer le lien, car sans lien à celles et ceux qui nous ont précédés, eh bien, il n'y a pas d'héritage, et sans héritage, il n'y a pas de patrimoine. Perpétuer ou recréer ce lien lorsqu'il est distendu ou perdu peut prendre plusieurs formes, qui d'ailleurs ne sont pas mutuellement exclusives. Des liens officiels, protocolaires, comme la première étape de nouveaux échanges, voire la présentation de Guillaume Moll et de Maggie Otto sur les collections salomonaises de l'Australian National University, avec les représentants aussi d'une diaspora étendue, souvent en quête de racines, comme l'a montré Kulasum Kalino dans le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans le cas aussi de petites îles aux traditions extrêmement vivaces, comme pour Wahuna aux Marquises, avec les propos collectifs et participatifs que nous ont présentés Guillaume Moll et de nouveau et Marine Vallée. En étudiant un seul objet, peut-être également, et en sollicitant les capacités de régénération de la tradition orale et cette donc recomposition permanente des imaginaires océaniens, comme le montraient Claire Brison et Denis Purawa. Avec l'ensemble des communautés issues des différentes phases de peuplement d'un archipel et aujourd'hui durablement enracinées, comme en Nouvelle-Calédonie par exemple, où l'engagisme et la colonisation pénale ont été les moteurs d'une extrême diversité, comme nous l'ont montré aussi Marianne Tissandier et Frédéric Daver, sur des projets interdisciplinaires visant à la reconstruction de chaînes opératoires, de confection d'objets de prestige, comme les éventails du projet Rara'a. Les musées vivent sont un double paradoxe, à savoir que leurs visiteurs forment souvent un public constitué d'élites, alors que leur mission est avant tout une mise à disposition la plus large possible du savoir. De surcroît, les musées présentent des objets du passé dans un monde obsédé par le progrès technologique et tourné vers le futur. Aussi, la cible des jeunes publics doit être absolument prioritaire, notamment pour éviter cet exode insulaire dont les conséquences sur les microcosmes de nos îles sont bien plus graves que celles de l'exode rural des espaces continentaux, comme l'a rappelé Karen Brown pour les îles écossaises. Plusieurs pistes ont été évoquées, notamment à l'instant dans l'atelier que vous avez suivi, mais d'autres également pour rendre le musée plus attractif au jeune public, comme la reconnexion avec les communautés dont nous parlions précédemment. Là encore, resserrer les liens peut permettre une plus forte inclusion des jeunes. Adapter les parcours muséographiques aux jeunes publics ou à d'autres publics peut passer par le jeu, en particulier de rôle, par des mises en contexte historique, par l'évasion dans un autre espace-temps, et nous remercions ici Alexandre Treuil. Diffuser sur les réseaux sociaux les actions de conservation, les résultats du travail sur les provenances, l'étude des matériaux constitutifs d'un objet, qui ont eu lieu dans l'enceinte à tort pensée comme austère de réserve muséale, est également possible. Laisser ensuite les jeunes interagir sur les réseaux sociaux sur ces sujets, recueillir leurs ressentis, a dans certaines occasions bien fonctionné, comme nous l'a dit Tareisi Sorovi-Vunidilo. Placer les jeunes en acteurs, enquêteurs, collecteurs de savoirs patrimoniaux immatériels est aussi une piste, comme les initiatives de John Large nous l'ont montré. Faire que ces créations, pour un artiste actuel qui peut être jeune, entrent au musée, non pas seulement comme hommage aux objets anciens, mais aussi comme concurrents qui se mesurent à la qualité des réalisations passées, somme toute, rend vie aux objets. Hotel California, j'ai la référence, hein. Nous touchons là à un autre concept clé qui a trouvé écho dans beaucoup de présentations, la réactivation des artefacts, comme nous l'ont dit Guillaume Moll et Maggie Otto dans le cas des collections salomonaises de la Réunion. Le terme a posé question, mais il nous semble assez bien choisi. Dans un musée qui, faut-il le rappeler, est une institution à l'origine occidentale, les sociétés insulaires extra-européennes ont parfois vu les objets leur échappant perdre de leur sens et, dans une certaine mesure, pu penser que les objets conservés dans les musées perdaient ainsi leur souffle de vie. Alors l'objet vivant in situ versus l'objet mort en vitrine est là aussi un vieux débat. Mais nous pensons qu'en réalité, la réactivation n'est, là encore, pas réellement celle du bien, mais celle du lien. Car si le lien est réactivé, renouvelé, voire repensé, alors le bien sera réellement réactivé. Ainsi, l'exposition concomitante des objets récents et anciens du musée Tetumu de Wahuna aux Marquises permet aux jeunes créations de redynamiser les anciennes et aux anciennes de continuer à insuffler leur puissance dans l'esprit des jeunes sculpteurs dans un cycle pensé comme bénéfique à tous ses composants. Les objets
ne pleure plus, comme le disent joliment les Marquisiens, et merci à Guillaume Moll et Marine Vallée pour le partage de cette belle expression. Dès lors qu'ils sont au contact de leurs enfants, en quelque sorte. Retrouver la voix de nos objets, comme ils nous l'ont également dit, cela fait écho aux expositions d'archéologie et d'art contemporain tenues en Nouvelle-Calédonie et dont nous ont parlé Jean-Marie Ouadraouen et Malia Terebo dans leur présentation collective, en particulier l'exposition intitulée Pemoruko, faire revivre l'esprit de 2018. Mais si l'on réfléchit bien, eh bien on est également dans une optique de revitalisation ou de réactivation lorsque Frédéric Davert et Marianne Tissandier définissent le futur musée de la Nouvelle-Calédonie, ou Muse, comme une maison commune. Qui dit en Nouvelle-Calédonie maison commune, dit grande case de réunion, dont les éléments porteurs sont les poteaux de tour, qui peuvent accueillir des appliques sculptées ou être sculptés eux-mêmes. On les retrouve dans l'exposition de préfiguration du Muse et photographiée par Éric Dellerba sur le très beau programme du colloque que vous avez reçu lundi, mais aussi dans la scénographie de la maison de la Nouvelle-Calédonie que vous avez pu admirer ce matin dans la présentation de Cassandre de Corse. Ils sont les pères et grands-pères, selon l'expression kanak consacrée, qui reçoivent la parole du chef, qui descend des chevrons de la charpente, mais ils sont avant tout ses soutiens, qui forment conseil, qui délibèrent en cercle et parviennent au consensus qui ne peut se faire que lorsqu'ils sont réellement animés. Le musée, pensé comme la maison soutenue par l'ensemble des grands-pères et pères d'un pays multiculturel, peut amener à cette expérience subjective du visiteur qui est, selon leur belle formule, l'expérience d'un soi constitutif d'un nous collectif, tout à fait en phase avec la construction en cours d'une histoire commune dans une perspective ontologique, selon l'expression si bien choisie de Yi Han-Chen dans sa présentation sur Taïwan. Le musée de Nouvelle-Calédonie a entrepris des travaux avec l'ensemble des communautés qui forment la mosaïque culturelle de l'archipel où vous vous trouvez. Cette dynamique que les anglo-saxons nomment community-based, voire dans certains autres cas bottom-up, pour reprendre l'expression de Sébastien Magro, est bien le cœur de nos pratiques océaniennes, nous l'avons dit. Mais il apparaît clairement, à l'issue de ces 3 journées, que ceci n'est pas uniquement le cas des initiatives fédératrices dans les îles du Pacifique. Il s'agit en réalité d'un process nécessaire pour garantir un musée réflexif, engagé, intégré et au cœur de la société qu'il nourrit et qu'il élève. Il doit être irréprochable, mais aussi accessible. Il doit être ouvert au monde et dépositaire de l'essence même de la culture qu'il représente et permettre la construction progressive et pacifique de la société. N'oublions pas cependant le rôle de la recherche. La réactivation des objets que nous venons d'évoquer est aussi une réactivation scientifique. Les objets de musée ne sont pas comme des objets enfouis qui n'auraient pas encore été mis au jour. Ils ne sont pas véritablement en sommeil, sauf si on les oublie dans des réserves trop vastes ou s'ils se trouvent perdus dans des collections consacrées dans leur grande majorité à d'autres thématiques, comme la hache dite ostensoir du musée de Lausanne, exceptionnel objet que je suis ravi d'avoir rencontré, ramené lors de l'expédition à Entrecasteaux, 2e voyage occidental en Nouvelle-Calédonie, à avoir collecté des objets. La réactivation scientifique des collections est donc absolument nécessaire, les musées devant travailler main dans la main avec les institutions académiques, comme nous l'a rappelé Tarissi Sorovi-Vunidilo. L'exemple du projet Rara'a est à ce titre absolument remarquable. De même, une part significative de la réactivation souhaitée par Guillaume Moll et Maggie Otto quant aux collectes effectuées par des expéditions scientifiques sur Tikopia est justement celle de l'enseignement et de la recherche. Les objets ont encore tant à dire, tant à expliciter, et leur reconnexion aux communautés est aussi indispensable que la poursuite des travaux les concernant est nécessaire. À ce titre, la présentation de Magali Dufaux a également été éclairante. Certains musées, dont l'identité est marquée par les sciences exactes, peuvent se trouver en position de pointe par une habitude, notamment du sérieux des protocoles et d'une interdisciplinarité revendiquée, à l'entremêlement des questions scientifiques et sociétales. Alors bien entendu, certains bémols sont à apporter dans le cas précis qu'elle nous a présenté, notamment dans l'engagement auprès des communautés. Les muséums, par leur collecte géologique, animale ou végétale, ont été moins directement confrontés à l'humain, hormis dans une dimension évolutionniste de la lignée humaine.
En comparaison, les musées insulaires des anciens espaces coloniaux, fondés le plus souvent sur des collectes ethnographiques, avaient déjà, même si le contexte était alors éminemment colonial, le lien aux populations comme cœur des conditions de constitution de leurs fonds. Ces derniers ont, pour certains, été mis en place et augmentés petit à petit par rapports successifs de donateurs, se plaçant en dernier collecteur potentiel de la culture matérielle d'un peuple autochtone, souvent considéré comme mourant. Le tout participait donc de ce racisme d'anéantissement théorisé par Alban Bensa et que j'ai rappelé ce matin dans ma présentation sur les objets tardifs. Ce racisme, vécu par les populations insulaires du Pacifique, rend bel et bien nécessaire ce que Sébastien Magro appelait hier encore de ses vœux un musée décentré du regard européen. Plusieurs pistes innovantes s'ouvrent à nous. La déconstruction de la notion de chef-d'œuvre, évoquée par Yves Bergeron ce matin, et même celle de la finitude de l'œuvre, qu'a mentionné Guillaume Moll dans les phases de questions d'hier, puisque seul l'objet complet, achevé et parfait se trouve admiré, plutôt que la séquence de sa fabrication, avec ébauche, phase préparatoire, constante réparation, embellissements divers, surtout dans le cas d'objets composites, alliant matière durable et éléments éphémères. C'est pourtant de la compréhension de ces séquences que dépend la perpétuation des savoirs, que la seule observation réifiée de l'œuvre intacte est incapable de permettre. De même, les objets tardifs souffrent du regard occidental posé sur eux. Leur exposition contextualisée et valorisée peut permettre d'opérer une part de ce décentrement. Bien sûr, certaines collectes occidentales ont fait la part belle aux objets perçus comme modestes, artisanaux, comme les paniers magnifiquement tressés que nous a présentés Maria Chiara Scuderi. L'appréciation marginale en Occident de formes d'art, en l'occurrence ici matrimoniale d'ailleurs, a constitué des séries de notables exceptions qu'il convient de rappeler, et il faudra sûrement aussi songer à reconnecter les populations de Bornéo avec ces réalisations. Parmi les défis posés, on trouve celui de la meilleure inclusion possible. La table ronde de Sébastien Magro sur les publics, mais aussi les collections queer au sens large, alimenteront notre réflexion, en particulier dans un contexte océanien où certes, les notions anciennes, traditionnelles de genre ont pu être très flexibles, mais où l'évangélisation a laissé une marque extrêmement coercitive sur les générations passées, amenant à des rejets, des reniements, des souffrances, des violences, dont de nombreuses autrices et auteurs, océaniennes et océaniens d'ailleurs, se sont fait l'écho. Comme Koulassoum Kalino l'a dit, pour tout à fait autre chose d'ailleurs, « The Church has a lot to answer ». Un travail immense est à entreprendre, cette fois au niveau sociétal. Les musées, bien sûr, ne solutionneront sans doute pas tout, mais ils ont leur part de travail à produire, notamment en tant qu'alliés, comme nous l'a rappelé Pétello hier. Transformer la narration muséale à l'échelle d'un archipel ou d'une nation entière est un chantier de longue haleine. Yi-Han Chen nous l'a bien montré, tant les progrès accomplis à Taïwan sont importants, mais tant le chemin restant à parcourir est encore long. Les présentations relatives à la situation du patrimoine des Aïnous au Japon rendent compte également des différences de traitement selon la perspective des concepteurs des espaces muséaux, ce qui fait écho à la notion d'expérience située qu'a développé Sébastien l'autre jour. Force est de constater que dans les contextes actuels de domination, marginalisation, comme celui du peuple aïnou, les modalités d'exposition, les discours, la folklorisation ou non, la perception d'une culture vivante ou morte, selon les cas, rendent compte des tensions qui sous-tendent la société prétendument monoethnique du Japon contemporain. Rappelons-nous également que même si un travail concret, sérieux et documenté a pu être mené à bon escient par le passé, rien n'est jamais acquis, comme Claudio Melli l'a souligné pour les Maldives, où le patrimoine de la période pré-islamique est aujourd'hui en danger ou détruit, comme s'il n'avait jamais existé. Aussi, les combats pour faire vivre le patrimoine sont-ils bien réels ? Et bien sûr, il y a la question des rapatriements. Les conditions d'acquisition priment dans la décision de la rétrocession des biens réels, matériels, comme l'a rappelé Guillaume Moll dans les phases de questions. Ceci fait écho à la présentation de l'IPKD, l'inventaire du patrimoine kanak dispersé, d'Emmanuel Casarero au Centre culturel Chibaou il y a quelques jours, dans le cadre de l'exposition Carnet Kanak, Voyage en inventaire, et son inauguration.
La recherche et la documentation des conditions d'acquisition sont cruciales pour d'envisager les possibilités de retour des œuvres. En sus, avant d'envisager le retour systématique, il convient de poser les questions de la capacité d'accueil des structures que sont les musées insulaires, souvent encore sous-dotés. Les patrimoines matériels insulaires ont très souvent été dispersés et des nombres faramineux d'objets pourraient théoriquement rentrer un jour sur leur fénois. Aussi, la numérisation des collections dispersées, comme l'exemple de collaboration entre le Fiji Museum et le Museum of Victoria que nous a montré Taresis Sorovi-Vunidilo, peut constituer une alternative commode pour ces rapatriements attendus, mais qui se révèlent parfois impossibles ou très complexes à mettre en place lorsque les moyens de conservation dans le pays d'origine ne sont pas au rendez-vous. En effet, la question de la conservation se pose même en dehors de celle des rapatriements. L'exemple du projet RAA nous a bien montré que des types de production contemporaines, notamment tressées et de grande taille, ne peuvent matériellement pas être stockés dans des réserves aux dimensions finies. La conservation digitale, de la manière la plus fine possible, est une voie envisageable, de même que les espaces numériques peuvent constituer des conservatoires de traditions, d'images, de savoir, comme l'ont souligné Claudio Meli et Carole Gallarini. Nous savons que ces réflexions communes fermenteront en vous, faisant peut-être progressivement germer des initiatives dans les musées, dans les structures patrimoniales ou dans les organismes de recherche qui sont les vôtres. Le comité organisateur que je représente ici est en tout cas ravi de la qualité et de la résonance des propos et idées qui ont été échangés. Ce travail de restitution que je viens de vous présenter est très partiel, mais nous tenions tout de même à le produire, tout autant que nous tenons à la poursuite de ce travail engagé. Marion, Marianne et moi, pour le comité scientifique, avec notre 4e fantastique, Pétello, qui est là, reviendrons très rapidement vers vous toutes et tous dans le cadre de la préparation des actes de ce colloque. Les colloques tenus à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, qui sont suivis d'actes, c'est-à-dire le plus souvent, sont traités par les punks, les presses universitaires de Nouvelle-Calédonie. Et vous le savez, puisque vous connaissez le slogan « Punk is not dead ». Nous formons le souhait que le plus grand nombre d'entre vous acceptent de soumettre une version légèrement augmentée, annotée, correctement référencée, des textes que vous avez déjà fournis en amont de ce colloque pour lesquels nous vous remercions et nous vous remercions donc pour cela par avance. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Merci à toutes et tous. Maruru Oleti.